et à tous et bienvenue dans Teouti Sekem. Heureuse de vous retrouver une fois de plus sur Teouti Sekem, l'espace où la conscience africaine se révèle, s'interroge et s'élève. Aujourd'hui, nous abordons un thème aussi sensible, mais essentiel. La Renaissance africaine est-elle bornée au maraboutage en ligne? La Renaissance africaine est-elle bornée au maraboutage en ligne? Alors que les réseaux sociaux regorgent bien sûr des maîtres, ils sont spirituels, autoproclamés, des rituels en direct même et des promesses de pouvoir rapide. Nombreux sont ceux qui confondent bien sûr la vraie quête spirituelle avec le commerce mystique. Mais alors on s'interroge bien sûr, est-ce véritablement cela que nos ancêtres voulaient dire par renaissance? Est-ce cela l'héritage que Cheikh Anta Diop ou pourquoi pas Marcus Garvey nous ont légué? Nous questionnons bien sûr les dérives spirituelles, bien sûr du digital, les limites même du maraboutage, spectacle et surtout les vraies clés d'une renaissance. Donc la connaissance de soi, la maîtrise de la culture, tout ce qui va avec et bien sûr la maîtrise, la culture, la science et la transmission. Faire une lecture profonde de ce thème, c'est l'essentiel de ce jour. Accrochez-vous parce que ça va déménager tout à l'heure. Chers internautes, conscients que cette plateforme nous interroge bien sûr sur la conscience africaine sans dogme et sans complaisance, nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour nous à travers vos likes, vos commentaires et surtout ceux qui s'abonnent de nouveau. N'hésitez pas bien sûr à partager toutes les productions de Teouti Sekem parce que vous nous galvanisez, vous êtes notre force. Sans vous, nous ne sommes rien. Et pour ceux qui souhaitent véritablement soutenir Teouti Sekem, nous répondons au plus 237 655 74 27 84 ou au plus 237 676 40 74 40. Ces productions sont également les vôtres. Comme à l'accoutumée, vous avez constaté, je suis accompagnée en ce jour du Shemsu Hall. Otep frère. Otep Kalia Mama Tomba. Otep à toutes les sœurs et à tous les frères de combat. Otep au frère Souvi qui est dans la technique. Otep au frère Red qui nous accueille au village Bantou. Bonjour à tout le monde. C'est vrai que vous avez anticipé, je voulais tantôt dire Otep au Shemsurod qui se retrouve derrière la caméra, il s'agit de souverain. Otep souverain. Otep Mahatamba, Otep Tot, Otep à toute la communauté éveillée, Otep à la lumière. Merci. Otep, bien sûr, à notre frère de ce côté du département de la Ligue, bien sûr, nous sommes dans la région du centre, c'est au Cameroun. Et c'est pas loin d'Okola, c'est sur cette route. Il s'appelle Red. Bien sûr, vous pouvez regarder, ça c'est le village Bantou. Vous pouvez également faire comme lui parce qu'il est toujours prompt, il répond toujours aux sollicitations de Teouti Sekem. Frère Red, Otep à vous. Alors, nous allons poursuivre cette fois-ci. Vous voyez, à chaque fois que nous faisons des productions, bien sûr, frère Tot, il est tellement bien habillé.
C'est aussi ça, Teouti Sekem, et c'est également un appel que nous lançons bien sûr aux artisans africains, vendeurs et fabricants, bien sûr des objets d'art et produits culturels authentiques, il faut le dire ainsi. C'est une opportunité et cette opportunité est pour vous. Venez bien sûr sur Teouti Sekem valoriser votre savoir-faire, exposer votre créativité et contribuer à la promotion de l'identité africaine. Contactez-nous dès maintenant, bien sûr, au numéro que j'ai d'abord rappelé tout à l'heure. Je pense que Fred Todd reviendra certainement sur ces numéros. Et voilà, Fred Todd vous présentera. Il va se lever tout à l'heure là, il va vous présenter je peux dire, son accoutrement, son habillement. Ça, c'est typiquement africain et c'est made in Cameroun. Et bien sûr, made in Africa. Shooting, vous êtes très bien habillé, déjà félicitations. Bongang Kayam Matomba, merci. On peut dire merci à Bongang chez nous, ça veut dire merci. On peut aussi dire Bonjourni, c'est-à-dire beaucoup de pensée, beaucoup de reconnaissance. À cette reconnaissance, c'est-à-dire qu'on retourne la reconnaissance à la reconnaissance. Okay. Donc merci. Et... Bon, je ne sais pas si je suis bien habillé. Mais je me rassure que je fasse toujours tout ce que je fais bien. Que je pense bien, que je parle bien, que je marche bien, que je me vêtisse bien, que je sois bien accompagné, que je puisse apporter le bien à tout ce qui m'entoure. Et que le bien rayonne à partir de mon cœur. Et ainsi, je m'efforce toujours tous les jours d'être en conformité avec ce que je suis de manière intrinsèque, c'est-à-dire au fond de moi, ce que je dois penser, ce que je dois dire, ce que je dois faire, à savoir ce que je dois refléter en rapport avec ce que je suis en réalité. Vous avez constaté, pour les personnes qui m'écoutent depuis des années, que je m'habille toujours en tenue africaine. Peut-être dans les débuts, je mettais encore les chemises américaines et autres. Mais depuis un temps, j'ai commencé à être en conformité avec notre culture. Et donc, effectivement, il y a une boîte, s'il faut l'exprimer ainsi, ou une structure qui peut être virtuelle, qui peut être physique, qui s'occupe de mon vestimentaire. Oui. Donc, si les gens ont besoin d'en savoir plus, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, parce que cette structure s'occupe des habits des hommes, des sandalettes des hommes, des sacs des hommes, mais aussi en même temps des habits des femmes, des sacs des femmes, des bijoux des femmes et parfois aussi des sandalettes des femmes. Donc, si les gens ont besoin de contacter cette structure, ils peuvent nous contacter aux deux numéros que tu as énoncés, oui. À savoir plus 237 655 74 27 84 ou alors au plus 237 676 40 74 40 pour qu'on puisse les mettre en contact avec cette maison ou cette structure qui s'occupe de ces affaires-là. Oui. Par ailleurs, on lance aussi l'appel à toutes les personnes qui font sur la fabrication des gadgets traditionnels tels que ceci. Oui. Sur donc les nappes de table, les sous-tasses, etc. Tout ce qu'ils font sur les tableaux, les peintures artistiques, tout ce qu'ils font dans la musique qui parle de la Renaissance africaine, tout ce qu'ils font dans les tam-tams, les balafons, toutes les percussions, les sitars, les lyres, les harpes traditionnelles, tout ce qu'ils font dans la haute couture traditionnelle africaine,
tout ce qu'ils font dans les coiffures africaines, tout ce qu'ils font dans les savons, les huiles, et pour entretenir les cheveux, la peau, et que sais-je encore. Et toutes les personnes qui font dans le domaine de la communication, dans le montage, et la production des images, la composition des beats, des musiques, tout ce qu'ils font dans la promotion des sites sacrés et des sites touristiques peuvent donc nous contacter. Tel qu'on est aujourd'hui au village Bantou. On est ici depuis des mois déjà. C'est un espace très agréable. On peut donc aussi inviter les gens à venir visiter le village Bantou, qui est situé sur la route de Kola. Donc, ceux qui quittent Yaoundé peuvent passer par Kolbison, ou alors peuvent passer par Mana, ou Messassi, ou je ne sais pas, Olembe, pour accéder à l'axe qui va à Okola. Donc, avant d'arriver à l'hôpital d'ophtalmologie, on a donc un site touristique qui est très très attrayant, celui-ci qu'on nomme le village Bantou. Les gens peuvent venir s'abreuver ici, manger du bon poisson issu, sortant de l'eau directement, boire les bières et entendre les chants d'oiseaux, regarder les animaux se balader et parfois organiser les festivités, les mariages, les concerts, les dots et bref, tout ce qui entre dans la joie et parfois aussi des réunions de famille ou des réunions professionnelles. Donc, c'est un lieu très attrayant. Donc, nous lançons l'appel à toutes les personnes qui font dans la promotion de tout ce qu'on a dit, de venir nous contacter ou alors de nous contacter afin de les situer dans tel ou tel besoin qu'ils auraient fait cas, qu'ils ou elles auraient fait cas. Voilà ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne la promotion de la production des œuvres d'art et des sites touristiques. Alors, on va poursuivre cette fois-ci. On a notre thème, notre préoccupation centrale de ce jour. Et on a une question véritablement qui se pose alors à nous. La Renaissance africaine est-elle réellement un projet d'élévation ou se limite-t-elle aujourd'hui à des pratiques mystiques qui sont faites dans le digital ou le numérique, ou souvent déconnectées même de l'essence des Africains? Frère Toth, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord poser les bases. Bien sûr, qu'entend-on par Renaissance africaine? Je ne veux pas dire c'est un concept, mais c'est une idée et une vision révolutionnaire. C'est une idée et une vision révolutionnaire. Cette idée et cette vision révolutionnaire a été impulsée par, il est vrai, tous les Noirs qui ont résisté à la traite négrière, tous les Noirs qui ont résisté à l'impérialisme occidental, la colonisation. Oui. Tous les Noirs qui ont œuvré pour la libération de la conscience noire, du peuple noir, du peuple africain, s'il faut le dire ainsi, à savoir les Marcus Garvey, les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, les Cheikh Anta Diop et autres. Et surtout lui, Cheikh Anta Diop, qui a posé les bases et le pilier pour la Renaissance africaine, en permettant à nouveau aux Noirs de redécouvrir son histoire authentique comme bâtisseur des premières civilisations, à découvrir son histoire authentique comme dévoileur de la vision primordiale du monde en adéquation avec les lois et les principes et les lois de l'univers, comme innovateur des premières bases de la science dans le domaine de la logique, des mathématiques, de la physique, de la biologie, de la biochimie, de la chimie, de l'astronomie, de l'astrophysique, de l'architecture, de la médecine et dans le domaine des sciences sociales telles que la politique, l'économie, la spiritualité, le droit et tous ces domaines-là, y compris le domaine de l'art.
le noir est le premier à avoir impulsé ses connaissances. Donc, grâce à Cheikh Anta Diop, grâce aux travaux de Cheikh Anta Diop, nous avons pu accéder à cette énigme, à ce mystère qui était caché à nos proches ancêtres. Il y a de cela 200 ans. Si je demandais à l'un de mes ancêtres que est-ce que tu sors de l'Égypte, est-ce que tu es lié au pharaon, il a même d'abord te dit que pharaon c'est quoi. Puisqu'il ne connaissait pas la Bible, il ne connaissait pas le Coran. Il ne connaissait rien sur l'histoire de l'Afrique qui s'étale à des multimillénaires. Certains encore, comme les peuples tels que les Bamoun, et qui avaient déjà une certaine histoire à travers l'écriture, et peut-être la bibliothèque de Tombouctou, au Mali, pouvaient encore avoir ces informations. Mais ceux qui étaient en forêt, dans les forêts là, qui portaient les caches-sexes là, et qui s'étaient coupés de la zone de la civilisation, mais qui avaient gardé les codes linguistiques et les rites initiatiques en accord avec ce qui se pratiquait en Nubie et en Égypte, mais qui n'en avaient plus conscience, et qui croyaient que tout ça est né là, sur place, et qu'il n'y a pas eu de déplacements et autres. Ces gens n'avaient plus conscience de ce fait, de continuité historique entre ce qui se passait il y a de cela 5000 ans, avant l'ère actuelle, et ce qui s'est passé à leur époque proche. Je parle de ceux qui ont vécu il y a 200 ans, 300 ans, avant que le christianisme ne vienne au Cameroun. Nos ancêtres étaient en forêt, ils savaient disparaître, ils savaient pratiquer l'agriculture, mais ils ne savaient plus qu'ils étaient liés, qu'ils étaient venus de Nubie ou d'Égypte, et que la langue qu'ils parlaient, les rites qu'ils faisaient, étaient en adéquation avec ce que faisaient les pharaons. Ils ne savaient plus ça. Grâce à Cheikh Anta Diop aujourd'hui, on a cette conscience. Et à chaque fois, nous lui devons cette reconnaissance. Oui. Il n'a pas été seul, il a été accompagné par un papa, un patriarche congolais, nommé Théophile Obenga. Oui. Je préfère dire Obenga, parce que Théophile, de même que Cheikh, on doit éliminer tout ça. On doit dire Anta Diop ou bien Obenga. La même chose qui a été poursuivie par les gens comme les Oumdigui, les Bilolo, ils sont nombreux. Kovi Regmire et Omotunde, qui ont poursuivi cette œuvre. Sans oublier le doyen Ndumbi Fakoli, qui nous a quittés il y a de cela à peine 2 ans. Et nous aujourd'hui, poursuivons cette œuvre. Et moi, avec ma touche particulière, parce que je ne m'inscris pas seulement dans le domaine de l'histoire. Je ne m'inscris pas seulement dans le domaine de l'égyptologie. Mais j'ai d'autres ouvertures en tant que philosophe de formation, spécialiste d'ontologie et de métaphysique, en tant que celui qui a fait 5 ans de métapsychologie, donc la psychologie des profondeurs. J'ai donc une approche ontophénoménologique et métaphysique de la culture africaine. Je ne veux pas seulement dire de l'Égypte pharaonique, mais de la culture africaine au sens global du terme. Et avec une implication sur le terrain où il faut maintenant atteindre les personnes qui sont encore gardiennes de cette tradition et qui doivent prendre conscience de la véritable vision africaine du monde. Donc effectivement, la renaissance africaine repose sur le constat que si l'Afrique a initié les premières civilisations, les premières bases de la science, la structuration de la véritable spiritualité universelle basée sur les lois, les principes et les lois universelles, cette Afrique, à un certain moment, qui a décliné, a chuté suite aux multiples invasions qu'elle a connues, à savoir l'invasion Hyksos, on est là situé autour de 1650 avant l'ère actuelle. Oui. Ensuite, l'invasion libyque des Libyens, là on est situé autour de 950 avant l'ère actuelle. L'invasion assyro-babylonienne, là on est situé entre l'an 700 et l'an 650 avant l'ère actuelle. L'invasion perse, là on est situé entre l'an 560, l'an 550 et l'an 330 avant l'ère actuelle. L'invasion grecque, bon, c'est vrai que les gens vont dire que Alexandre est arrivé de manière pacifique, il n'a pas, et au contraire, il voulait nous libérer de l'emprise des Perses. C'est vrai. Mais au début, il y a aussi eu des révoltes internes, des révoltes des personnes qui ont constaté que les Grecs ne sont pas seulement venus nous libérer, mais ils sont venus pour s'installer. Et le fait qu'ils se soient installés, il y a donc commencé à avoir des révoltes internes pour leur demander de rentrer chez eux. Et après, les Grecs, c'est l'invasion romaine qui s'est aussi passée de manière violente.
Et plus tard, l'invasion arabe à travers la conquête musulmane. Et là, on est situé entre l'an 650 et l'an 700 de l'ère actuelle. Mais après l'invasion romaine, les Noirs ont continué de décrypter les hiéroglyphes jusqu'au 6e siècle. Parce que quand on lit les Énéades de Plotin, on constate que Plotin comprenait la vraie nature, la vraie signification des hiéroglyphes. Et Plotin était un Noir. Il pouvait être un métis, mais qui habitait dans la ville égyptienne nommée Assiout. Ensuite de Plotin, à la suite de Plotin, on a eu Jamblique, Yamblicus, Ya dans Ya. On a Ya, la lune. Donc, c'est des déformations avec des influences grecques, mais on a encore Ya, Yamblique, qui est lié à la lune. Ya, c'est la lune. Voilà. Qui est un néoplatonicien, mais qui a passé le temps à ressusciter les mystères de l'Égypte. Il a même écrit un ouvrage intitulé The Mysteries Aegyptiacum, ou Aegyptiaca, si vous parlez. Aegyptiaca, c'est le pluriel, Aegyptiacum, c'est le singulier, quand on parle du latin. The Mysteries, c'est l'ouvrage, où il restaure donc les mystères de l'Égypte antique. Là, il ne parle pas des Grecs, il parle des mystères de l'Égypte antique. Yambliscus, qui était aussi donc un penseur noir, qui savait encore lire les symboles égyptiens. Ensuite, on a entre le 5e et le 6e siècle un certain Hor Apollon, grâce auquel, quand Champollion arrive plus tard, il constate que les Noirs avaient continué de décrypter ces symboles, mais avec le temps qui passait, le savoir allait en diminuant. C'est grâce aux travaux des Coptes et des travaux de Hor Apollon que Champollion réalise son décryptage des hiéroglyphes en utilisant bien évidemment la palette de Rosette, comment on appelle ça? Ça a un nom là. La pierre de Rosette, où on a donc la transcription des hiéroglyphes en hiératique, en démotique, en copte et en grec. On a donc plusieurs couches à partir desquelles on peut s'inspirer pour pouvoir faire le décryptage. Et si les anciens n'avaient pas fait ça, Champollion aurait fait quoi? La pierre de Rosette date au moins de plus de 2000 ans avant Champollion. Ah oui. Voilà. Donc s'il n'y avait pas eu les hiéroglyphes, les hiératiques, les gens qui disent, c'est pour ça que je suis très violent vis-à-vis de ces ignorants et ces ignorantes qui veulent ouvrir la bouche pour parler des choses qu'ils ou elles ne maîtrisent pas. S'il n'y avait pas eu la pierre de Rosette, Champollion aurait décrypté les hiéroglyphes. S'il n'y avait pas eu les travaux de Hor Apollon, Champollion aurait décrypté les hiéroglyphes. Donc il faut que ces gens arrêtent de nous divertir. Parce que nous qui avons mené des études approfondies dans ces domaines, on parle avec autorité. Oui. Et je ne vais pas étendre la polémique. Je voulais fixer ça. La Renaissance africaine constitue donc en ceci que ce peuple qui a bâti les premières civilisations et tous les domaines de la science doit aujourd'hui reprendre conscience de ce fait. Dire que celui qui a donné la civilisation à l'humanité, et à un certain moment, suite aux diverses crises qu'il a connues, il a perdu cette mémoire. Et grâce à ces mêmes fils qui ont perpétué cette connaissance via la pierre de Rosette, via les travaux de Hor Apollon, de Plotin et de Jamblique, et plus tard via les travaux de Cheikh Anta Diop, on s'est réapproprié ces connaissances. Aujourd'hui, on l'exploite de manière appropriée en relisant les hiéroglyphes, c'est-à-dire les Médounétermes, Djomantara, à l'aune des langues négro-africaines, à l'aune de la vision africaine du monde, en réinterprétant les textes sacrés, donc notamment les textes de Mastaba, les textes de pyramides, les textes des sarcophages et le livre de sorciers à la lumière, vulgairement appelé livre des morts. En les réinterprétant en adéquation avec la vision africaine du monde, c'est-à-dire en adéquation avec la vision du peuple qui a initié ça, c'est-à-dire nous. Voilà. On a démontré depuis Cheikh Anta Diop que la langue que parlaient les pharaons, ce sont les langues qu'on parle aujourd'hui ici chez nous. Au Cameroun. Voilà. On a démontré ça dans la dernière émission et dans plusieurs émissions. On a démontré que les rites initiatiques pratiqués par les pharaons, c'est les mêmes rites qu'on est en train de pratiquer. C'est vrai que certains ont été dilués parce qu'on a copié les choses chez les Hébreux et les Arabes. Mais quand on rentre dans l'orthodoxie rituelique, notamment chez les Pygmées Baka, chez les Bétis, chez les Bamileke, on retrouve effectivement les mêmes codes initiatiques qui ont été pratiqués par les pharaons. Je ne vais pas m'étendre dessus. La Renaissance constitue donc en ceci que
Oui. On est né, on a monté la lumière, on s'est endormi suite aux agressions. On est entré dans un état de léthargie. Oui, oui. Avec donc le boostage des travaux des gens comme Cheikh Anta Diop et le legs de la pierre de Rosette qui a été laissé par nos aïeux parce que les Grecs ne savaient pas lire les hiéroglyphes. C'est les prêtres égyptiens qui ont laissé la pierre de Rosette, c'est-à-dire les hiéroglyphes, les hiératiques, le démotique, le copte et le grec. C'est les 4 couches d'écriture qui ont été élaborées par les savants de l'Égypte pharaonique. C'est grâce à ces 4 couches d'écriture que les Noirs, plus tard, ou tout au moins, Champollion, à un certain moment, l'a fait. Et plus tard, Cheikh Anta Diop a pris la relève pour restaurer, donc, restituer donc, le patrimoine des Africains aux Africains, afin que les uns et les autres puissent prendre conscience de ce fait et que cette science continue en vue du relèvement et de la Renaissance. La Renaissance ici en termes de conscience historique et révolutionnaire pour redorer le blason et l'image du peuple noir et remettre le peuple noir au concert des nations afin de pouvoir compétir face aux Asiatiques, les Chinois, les Japonais, face aux Occidentaux, les Britanniques, les Français, les Anglais, les Allemands, et les Américains et autres. Aujourd'hui, l'Afrique doit donc se repositionner, tant dans le domaine de la cosmologie, c'est-à-dire la vision du monde, le domaine de la philosophie, de la spiritualité, des sciences dans tous les domaines, des arts, de la politique, de l'économie. La Renaissance constitue donc tous ces corps. Et on ne peut donc parler de Renaissance que lorsqu'on a saisi cet enjeu, où le génie négro-africain doit se mettre à nouveau en branle pour pouvoir affronter les défis actuels et pouvoir affirmer l'intelligence du peuple noir, la compétitivité du peuple noir et la participation du peuple noir à l'évolution de l'humanité. Hotep. Alors, la Renaissance africaine, c'était pour vous la définition, bien sûr, c'est un processus, frère, que les Africains se doivent de le faire de fond en comble parce que c'est un processus global d'éveil et surtout de réveil. Elle concerne la conscience, la culture, les sciences que vous avez citées, que ce soit l'économie, que ce soit la politique, et bien d'autres, la spiritualité et la responsabilité également. Mais également, il faut relever que certaines personnes pensent que c'est un slogan. Nous disons non, ce n'est pas un slogan, ce n'est ni un slogan, ni un folklore, mais c'est une œuvre de reconstruction profonde. Alors, on va poursuivre quand on sait que notre thème parle de maraboutage. Alors, dans un sens traditionnel, le maraboutage renvoie à des pratiques spirituelles encadrées liées à une éthique, une transmission et une responsabilité. Alors, frère Claude, selon vous, qu'est-ce que le maraboutage? Le maraboutage a déjà été défini pour ne pas trop s'étaler. On a déjà la définition de la journaliste compétente. C'est pour ça que moi j'aime travailler avec toi, ma soeur. Tu es très compétente. Donc, effectivement, le maraboutage a été défini, c'est-à-dire les gens qui parlent de spiritualité et qui proposent les recettes pour résoudre les problèmes des gens, pour parler de manière triviale. Il dit qu'il ou elle est un maître spirituel, et donc voilà, je connais ça, et puis je propose les recettes. Donc, contactez-moi si vous avez tel ou tel problème. C'est ça, en fait, le marabout. C'est tout. Alors, on va bien sûr prendre notre toute première partie d'aujourd'hui de ce thème, un thème aussi essentiel et profond. Alors, toi, aujourd'hui, beaucoup critiquent le maraboutage en ligne, mais dans les faits, nous cherchons souvent les mêmes raccourcis, la facilité, le miracle, l'absence même parfois de l'effort. Sommes-nous parfois en train de dénoncer ce que nous nous reprochons ou bien ce que nous reproduisons en nous-mêmes. Alors, je m'en vais prendre la toute première partie qui va parler de la confusion actuelle entre ce que critique et nous-mêmes. Alors, le problème... Ce que nous critiquons, bien sûr. Alors, le problème d'inculturation se pose à quel niveau? Oui, effectivement, nous critiquons quoi? Nous critiquons le christianisme, nous critiquons l'islam, donc nous critiquons les prêtres et les pasteurs, nous critiquons les imams. C'est-à-dire que ce sont les gens qui disent que, en ce qui concerne l'islam, le salut, le bien-être, la santé
et la prospérité ne peuvent s'obtenir que lorsqu'on récite des sourates, que lorsqu'on on pratique les 5 prières de la journée, les piliers de l'islam, et quand on se soumet à Allah. Voilà. Et quand de temps en temps, on part aussi au pèlerinage à la Mecque, voilà, pour aller fouler la terre sacrée. Et qu'on bénisse Muhammad à chaque fois. C'est de la même manière que chez les chrétiens, qu'on appelle les chrétiens. C'est quoi un chrétien? C'est celui qui croit sans vérification. C'est-à-dire que ma mère est dedans, mon père est dedans. Moi, on m'a dit que la Bible a dit que, donc j'accepte, je ne discute pas, je ne réfléchis pas. C'est ça un chrétien, ou une chrétienne en réalité. C'est ça les chrétiens et les chrétiennes. Voilà. Le mot chrétien est directement lié aux chrétiens. Il y a les gens qui basent leur connaissance sur la foi et la croyance, sans aucun souci de vérification. Encore qu'on l'a dit, il ne faut pas réfléchir sur les choses de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. Et comme c'est la parole de Dieu, la réflexion humaine, c'est la réflexion de la chair, de l'homme animal. Il faut donc être doté du démon maléfique qu'on appelle Saint-Esprit, qui est venu pratiquer l'acte adultérien avec Marie, la fiancée de quelqu'un, pour coucher avec elle et l'enceinte et produire le fils adultérien qu'on appelle Jésus. C'est ça, on nous demande d'être possédé par cette entité démonique et satanique pour pouvoir accéder aux connaissances supérieures. Donc quand tu sais que les sources de Dieu sont inondables, insondables et tout ça. Oui, mais les sources de Dieu sont insondables. Qu'on ne nous enseigne donc pas les lois. Parce que si Dieu nous dit les lois, lui-même il doit mettre en pratique. Il doit d'abord être le modèle de ses propres lois. Tout à fait. Tu ne peux pas me dire tu ne commettras point d'adultère et c'est toi qui viens commettre l'adultère. Ah oui. Tu ne peux pas être un exemple pour moi. Il faut que pour que tu sois un modèle pour moi, je dois suivre. Si tu es juste, comme on dit l'Éternel miséricordieux, parfait, et tout ça, il faut que tu sois un exemple pour moi. Tu ne peux pas être l'Éternel des armées qui tue les gens. Et tu me demandes de ne pas tuer. Moi-même, je vais tuer pour être ton exemple. Parce que je dois suivre ton modèle. C'est ça. Donc, si tu es un Dieu adultérien, moi-même, je dois être un adultérien parce que le bon disciple doit suivre le modèle du maître ou de Dieu, de son Dieu. Donc, il ne faut pas entraîner l'hypocrisie en disant que non, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Donc, ça veut dire que le prêtre peut pilonner les femmes d'autrui. En même temps, il condamne l'acte adultérien. Le pasteur peut pilonner les femmes d'autrui, arracher les femmes d'autrui, comme David a arraché la femme d'Uri, du général Uri. Et Dieu continue de bénir ce même David-là. Et c'est de cette femme qu'est né Salomon. Et tous ces gens, quand on dit que la généalogie de David jusqu'à Jésus. Donc, on arrache les femmes des gens jusqu'à on envoie le général mourir au front. On arrache sa femme. Et on dit que ça, là, David, vraiment, était un homme béni par Dieu. Ça, c'est du n'importe quoi. J'ai dit, ce genre de Dieu, je ne peux pas le suivre. Je reviens donc en disant ceci. Nous ne devons pas nous retrouver en train de critiquer les chrétiens et les musulmans, mais nous retrouver en train de produire les mêmes actes. Voilà. On critique les prêtres et les pasteurs et les musulmans de quoi? De ce qu'ils vendent les miracles, les délivrances, le bien-être, la prospérité, le mariage, hein, la vie éternelle et que sais-je encore, le succès dans la vie et la santé, voilà, et le combat des mauvais esprits, c'est-à-dire des démons ou de Satan. Et on se retrouve à travers quoi? Un système de marchandage. Voilà. Marchandage des huiles d'olive, marchandage de l'eau bénite, marchandage des eaux consacrées, marchandage des encens, marchandage des paroles de délivrance ou des séances de prière et de délivrance qui coûtent des millions. C'est-à-dire que pour qu'on vienne faire une séance de délivrance dans ton domicile, on te taxe 2 millions, 3 millions, 10 millions. C'est pour ça que ces pasteurs sont riches. Ils ont des véhicules, ils ont des villas. Tu vois? D'autres disent qu'après Dieu, c'est l'argent. Voilà, après Dieu, c'est l'argent. Donc, de la même manière que les pasteurs et les prêtres ont commencé à s'enrichir sur le dos des fidèles, aujourd'hui, on constate que tous ceux qui parlent de tradition et de renaissance africaine, et qui sont les traditionnalistes, sont exactement en train de reproduire le même modèle.
en focalisant leur réflexion sur les banalités quotidiennes. C'est-à-dire les gens qui ont les problèmes de blocage, les problèmes de couches de nuit, de repas de nuit, d'infertilité, les gens qui n'ont pas le mariage, les gens qui n'ont pas le travail, les gens qui manquent d'inspiration, les gens qui cherchent la puissance, qui veulent devenir les ministres, les DG et les chefs d'État, qui veulent arracher les postes des autres, qui veulent rayonner, devenir des grandes stars, que quand on prononce son nom, c'est son nom qui est au-dessus de tous les noms. La même chose que les pasteurs font, c'est aujourd'hui la même chose que les traditionnalistes sont en train de faire. Et ils vendent ça à coups de millions. À coups de millions. Et pas seulement des millions, pas 1 million, à coups de dizaines de millions. C'est-à-dire que s'il réussit à avoir 2 ou 3 clients, ou il dit qu'il fait seulement les consultations. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent maintenant la même propagande que les hommes, les chrétiens là, et les musulmans font. Ils disent que séance de délivrance gratuite. Ils disent aussi que séance de rituel de prospérité gratuite. Séance d'évacuation des serpents mystiques gratuites dans les domiciles. On appelle ça la publicité. Ou séance de consultation gratuite. On appelle ça la part que tu lances. Comme la masse est imbécile. Donc quand tu fais ça, on a l'impression que c'est un acte de bienveillance. Mais le problème qui se passe après, c'est quoi? On constate qu'il y a beaucoup d'escroquerie derrière ça. Et c'est cette escroquerie qu'on dénonce. C'est-à-dire que les gens vous font des... On peut même supposer que effectivement, si ce que ces gens-là disent, ça se réalise de manière concrète, que les gens ont le véritable résultat, on doit louer ça. Mais on ne doit pas taxer ça en termes de dizaines de millions. Voilà, nous sommes en fin d'année, on voit des affiches publicitaires un peu de partout, 31 décembre, la grande traversée. Voilà. Par exemple. C'est ça. Donc on appelle ça la part. Donc les esprits faibles font quoi? Les esprits faibles se tournent donc vers ces vendeurs d'illusions. Oui. Parce que mon problème n'est pas de dénoncer les gens qui font les vrais travaux, qui réussissent bien. Voilà. Ce que je peux dénoncer dans ces vrais travaux, c'est le coût exorbitant. Tu peux taxer un travail à 200 000, 500 000. Tu peux même aller à 1 million. Mais si c'est un travail qui doit se passer à 2 ans, 3 ans, ça peut aller à 3 millions. Pourquoi? Parce que si on estime qu'il y a 1 million et que tu dois acheter peut-être les chèvres, tu dois te déplacer pour aller en forêt, aller chercher les écorces. Donc il faut payer le transport, peut-être 60 000 ou 100 000. Aller dans une zone enclavée, aller-retour. Sans compter les tracasseries des policiers que tu vas payer en route. Arriver même là-bas, là où tu vas en forêt, tu vas trouver les initiés. Il faut leur garder des choses à manger et à boire. On peut estimer ces coûts à des prix modestes et acceptables. Quand ça s'élève à 10 millions, 20 millions, 30 millions, les 10 millions, 20 millions, ça doit être les actes de reconnaissance. C'est-à-dire que tu as fait le bon travail. Un souvenir, je suis un homme d'affaires. Tu as débloqué des choses. Et quand j'arrive là-bas devant, ça va bien. Et dans le déblocage là, ce n'est pas que j'ai livré les gens. Parce qu'il faut aussi dénoncer ça. Oui, oui. Les gens qui font les affaires, qui veulent tuer les gens, et qui partent voir les soi-disant initiés, les soi-disant, parce qu'un vrai initié ne doit pas tolérer ce genre de choses. Livrer les hommes, verser le sang humain pour atteindre des buts. Je suis contre ça radicalement. Et je condamne tous ces initiés, ces pseudo-initiés-là. Et je condamne tous ceux qui ont ces intentions, tous ceux et toutes celles qui ont ces intentions, qui disent qu'ils ou elles sont des hommes d'affaires. La végétation règle tous ces problèmes. Les végétaux et le cœur des gens. Parce qu'il faut travailler d'abord ton cœur pour vibrer comme la vibration du soleil et la vibration de la lune. Et on te booste maintenant avec les plantes et autres pour que, avec le soutien de tes ancêtres, on te propulse là où il faut être. Mais s'il faut livrer les gens, je suis contre ça. S'il faut boire le sang humain, je suis contre. Sodomiser les gens, je suis contre. Manger les cerveaux des bébés, les cœurs des bébés, manger les fœtus, manger les clitoris de femmes, faire des crimes rituels. Je suis radicalement opposé parce que la tradition africaine authentique ne s'inscrit pas dans cette affaire. Quand on lit les 42 lois de Maat, on interdit de tuer. On interdit de faire toutes ces pratiques-là que je viens d'énumérer. Maintenant,
les disciples de secte, c'est-à-dire les septiens, qui veulent transgresser les règles et les lois de l'univers et les principes de l'univers, pour donc se retrouver, y compris nos frères noirs, africains, qui disent qu'ils sont des initiés, pour donc se retrouver dans ce genre de pratiques, que nous condamnons chez les francs-maçons, chez les rosicruciens, chez les gnostiques, et que nous condamnons aussi. Nous disons donc, nous nous inscrivons en faux contre tous ces gens qui sont dans les pratiques septiennes, c'est-à-dire sataniques. Mais ceux qui réussissent à réaliser des choses, à traiter les maladies, à débloquer les gens, à permettre aux gens d'accéder au bien-être, à trouver les bons maris, les meilleures femmes, à avoir des enfants, à prospérer dans la vie, etc., à évoluer même dans la vie, nous les encourageons. Mais nous disons que cela ne devrait jamais être à des coûts exorbitants où on taxe les gens des dizaines de millions. Mais que s'il y a plus tard les dizaines de millions, que ce soit en termes de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on reconnaît que tu as rendu un bon service, et au nom de ce bon service, voilà ce qu'on peut faire, parce que le succès n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, la connaissance n'a pas de prix, l'évolution n'a pas de prix. Donc, même si je te donne 10 millions, les 10 millions là ne valent pas ce que tu m'as, la voie que tu as ouverte dans ma vie. Ah oui. On ne refuse pas les millions, mais on dit que ça ne soit pas un paravent. On dit que pour que je résolve ton problème, apporte-moi 20 millions, 50 millions. Nous sommes contre ça. Les choses peuvent encore s'étaler à des centaines de mille, oui, à cause des déplacements, des trucs et machin, ou à 1 million, ou peut-être 1 million. Mais si ça va à 3 millions, c'est que ça s'étale à plus d'un an, 2 ans, 3 ans, dans un travail de longue haleine. Ou alors vous êtes nombreux. Oui. Si vous êtes 10 ou 20, le travail qu'on peut faire pour quelqu'un à 200 000, si vous êtes 10 personnes, on multiplie donc 200 fois 10. Oui, voilà. Oui. Donc, à ce niveau, c'est raisonnable. Mais ceux qui ont mis le matériel devant pour dire qu'ils sont les maîtres spirituels, et ils veulent s'enrichir à travers ça, nous condamnons ça avec la dernière énergie. Maintenant, la deuxième catégorie, on a condamné d'abord ceux qui font les sacrifices humains. On les a déjà condamnés. En deuxième position, on condamne ceux qui émettent des prix exorbitants, qui débordent à plus de 100% le coût de ce qui doit se passer. La troisième catégorie de personnes qu'on condamne, c'est qui? C'est les imposteurs. Oui. Il te dit qu'il sait faire l'oracle, alors qu'il ne maîtrise rien. Il te dit qu'il va te faire accoucher, alors qu'il veut te pilonner. Il te dit qu'il veut la prospérité dans ta vie, alors qu'il veut tes biens. Et donc, il y a beaucoup de ces vendeurs d'illusions en ligne. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est initié. Même les gens qui n'ont pas reçu la vocation, qui ne sont pas nés pour pratiquer la médecine africaine, sont devenus des thérapeutes. Donc ils sont devenus les oracles, ceux qui font les consultations. Ils sont devenus les marabouts, les médecins, c'est-à-dire qui guérissent les maladies, qui font les délivrances. Ils sont devenus les conseillers des foyers, des mariages. Ils sont devenus... Tu vois donc, si on ne dénonce pas ça, quand les locodèmes, les blancs, quand ils nous écoutent, ils ne peuvent pas nous prendre au sérieux, quand nous-mêmes, nous n'avons pas conscience de ce qui nous arrive aujourd'hui. Ils sont donc nombreux en ligne, qui disent qu'ils sont des initiés, mais qui, en réalité, d'abord n'ont pas cette vocation, ils ne sont pas nés pour ça, en plus qu'ils ne maîtrisent rien. Voilà. Nous, on est nés avec la vocation d'enseigner. Depuis l'école primaire, le lycée, j'ai toujours fait des répétitions. Voilà ma main sous qui est là. J'ai formé plein de personnes dans le rap, dans le dessin. Aujourd'hui, en philosophie, j'ai formé beaucoup de personnes. Aujourd'hui, en tant qu'enseignant, je fais sortir des dizaines et des dizaines de milliers de personnes par an qui sortent avec une culture bien structurée. Et tous les gens qui m'écoutent savent que le gars-ci, il est né, il a un don qu'il doit véhiculer. Quand tu as le don, on le reconnaît de manière naturelle. Je ne suis pas allé pratiquer la magie. C'est depuis, voilà ma main souvie. J'étais encore au lycée quand on s'est connus. Quand on faisait le rap à l'époque, les grands génies qui remportaient les concours, qui démontraient leur vraie capacité, c'était nous. Aujourd'hui, il est un DJ très expérimenté. Il a commencé maintenant le montage. C'est lui qui produit toutes les émissions de Teoti Sekem. Ah oui. À tout seigneur, tout honneur. Tout honneur. Donc, Souvi, bravo mon frère. Moi, j'aime ton travail. De même que la sœur Mahat,
Une journaliste très très compétente, très intelligente, très douce et très disciplinée. Donc, bravo à toi aussi, ma soeur. Merci, merci. La vocation, on la reconnaît sur le terrain. Il y a des farceurs, ils sont nombreux, parmi lesquels les pasteurs, les prêtres, les imams et les marabouts des réseaux sociaux qui disent qu'ils sont les kamites et les traditionnalistes. On les dénonce donc ici, de manière officielle, on dit on n'est pas avec vous. Oui. Faites vos choses là-bas, cherchez votre argent. On sait que la vie est dure, donc chacun peut aller en ligne et dire qu'il est devenu un grand maître spirituel. Bon, je pose la question, Souvi et Matt. Oui. Est-ce qu'un jour, j'ai déjà demandé à quelqu'un de venir se faire traiter chez moi? Est-ce que j'ai déjà dit en ligne que je soigne telle maladie, que je soigne telle maladie, que je soigne telle maladie, que j'ai une forêt sacrée? Non. Jamais. Au grand jamais. Jamais. Non, Tout ce que je peux dire, c'est que si vous avez des soucis, je travaille, je collabore avec les initiés, je peux vous orienter chez tel ou tel initié. Il y a des choses que moi-même je peux faire. Mais ma vocation n'est pas de soigner les gens. Il faut que chaque personne se reconnaisse dans ce que c'est pourquoi il est né. Ma vocation n'est pas de soigner les maladies. Ma vocation n'est pas de donner le succès. Mais ma vocation est de travailler l'intelligence, la conscience, et de faire croître les consciences, et de donner les connaissances aux gens. Ma vocation est de libérer les esprits pour que chaque esprit devienne autonome et puisse s'assumer dans sa propre vie quotidienne. Ma vocation n'est pas de dire aux gens, venez chez moi, si vous êtes malade, je vais vous soigner, venez chez moi. Je ne suis pas dans la logique de la dépendance. Je suis dans la logique de la libération et de l'état d'autonomie, où chacun doit prendre sa vie en main et l'assumer pleinement. En cela, sans me jeter les fleurs, sans prétention, je ne me suis jamais prononcé en ligne comme un grand maître spirituel. Si quelqu'un a entendu ça de moi, que je suis un grand maître spirituel, que le gars fasse des découpages. J'ai dit je suis dans les initiations pratiques, mais je n'ai jamais dit que je suis un grand maître spirituel. Et nulle part on ne m'a jamais appelé pendant une émission, que ce soit en ligne, que ce soit dans les chaînes officielles, grand maître spirituel. Jamais. Voilà. Donc il faut être capable de descendre jusqu'à ce degré d'humilité. Voilà. C'est les gens qui m'écrivent souvent, qui m'appellent grand maître. Ils disent que moi je ne suis pas grand maître. Je suis un teacher. Je suis un enseignant. Limitez-moi, je suis un Neb Seba. C'est-à-dire la lumière qui montre le chemin. Neb Seba. Neb, ça veut dire maître. Seba, le maître de l'enseignement. Et l'enseignement, c'est la lumière. C'est comme ça mon nom. Mon nom, c'est Neb Seba. Teuti abonné, tot abonné. Le Neb Seba. C'est-à-dire la lumière qui ouvre les chemins, qui indique la direction. Allez là, cherchez-vous, allez vous chercher. Et commencez à vous chercher à l'intérieur de vous. Cherchez-vous dans la nature, cherchez-vous dans votre lignée, cherchez-vous dans votre histoire. Voilà. Tu vois? Donc, nous disons donc, tous ces marabouts en ligne, qui veulent réduire la pensée africaine aux couches de nuit, au repas de nuit, au blocage, aux serpents dans les maisons, au rite de veuvage, et qui pour dire que c'est ça la renaissance africaine. Nous disons, c'est une conscience très basse, très puérile. Et en cela, quand les autres nous suivent, les Chinois, qui pratiquent la vraie médecine chinoise avec l'acupuncture, les plantes, ils connaissent les centres d'énergie. Ils ne sont plus au petit bas niveau que les gens veulent, ou les gens veulent nous réduire. Si tu as les repas de nuit, si tu as les couches de nuit, si tu as les problèmes de malédiction, les lignées, et tout ça, il faut venir nous consulter. Je suis le grand maître tel. La force des coris, la force des coques d'escargot, la force de la corde de la tortue, et tout ça. Et les malédictions de la lignée généalogique, les serpents, les totems dans les maisons. Voilà, on appelle ça le business en ligne. Parce que les gens savent que les gens ont les problèmes là, ponctuels. Ils n'œuvrent pas pour l'évolution des consciences. Ils sont là pour faire le business, le marketing. Donc ils ne sont pas différents des pasteurs des églises de sommeil, des prêtres exorcistes et des musulmans qui font dans la roquea. Ils sont situés au même niveau. Et ce que nous critiquons chez les autres, qu'ils sont des vendeurs d'illusions, ils volent l'argent des autres, ils escroquent les autres, c'est exactement la même chose qui se reproduit en ce qui concerne ceux qui disent qu'ils sont les traditionalistes. Il était très important de faire cet état de lieu.
Alors, on reste toujours dans la confusion actuelle, bien sûr, Fred Toth. On a ce problème, on parle de l'Afrique, on a ce problème de précarité. Est-ce que ce n'est pas cette précarité qui est le problème? Effectivement, c'est la précarité. Parce que quand les gens... Attends, regarde le niveau de réflexion des gars qui sont en ligne. C'est-à-dire que d'après eux, la renaissance africaine, c'est qu'il faut que j'aille faire le culte des crânes pour que je puisse gagner le travail, mon boulot, pour que ma fille puisse trouver le plus riche, qu'elle puisse aller au Canada. Attends un peu, ça dit que c'est le syndrome d'un peuple qui a un degré de conscience très bas. Pendant que les autres pensent à la construction collective, les gens sont dans les petits intérêts de sous-table. Il faut que ma fille ait le meilleur concours, qu'elle aille au Canada, qu'elle trouve le meilleur mari, qu'elle trouve un blanc. Et ils disent qu'ils sont les traditionalistes. Tu vois les filles qui disent qu'elles sont les traditionalistes, qui se décapent la peau. Hein? Tu vois ça c'est quoi? Et attends, ça c'est incroyable. Qui se font des injections et disent qu'elles sont... pourtant vrai. Voilà. Tu vois les gars qui disent qu'ils sont des traditionalistes. Les gars qui ne sont pas un exemple. Ce sont eux qui couchent avec leurs patients. C'est vrai aussi que quand parfois les patients viennent, quand ils trouvent que tu es un bel homme, on te fait la cour. Mais est-ce que tu es obligé de céder? Il y a aussi ça. Tu n'es pas obligé. Et il y a certains bons maintenant qui vont te dire qu'ils sont les bons distributeurs de pilons. Parce que quand tu as un pilon très puissant, il faut que le mette à la disposition des candidates. Des moitiés. Vous avez parlé de pilon, parlons aussi de moitié. Mais je dis, il faut toujours dire la vérité aux femmes. Ah oui. Il faut leur dire, je suis mariée. Peut-être j'ai même 2 femmes, peut-être j'ai 3 femmes. Et que si tu veux juste... le pilon est là, mais j'espère que tu es en bonne santé. Ne viens pas me donner la maladie. Parce que si tu me donnes la maladie, c'est pour me détruire. Mais si tu viens parce que tu m'aimes, bon, et que, bon, il faut quand même que je goûte un peu au pilon. Et que comme tu dis que tu es un maître du tai chi pilonique là, que je veux sentir les hautes vibrations cosmiques de ce pilon là. Tu dis que bon, je réfléchis, je vais te revenir. Si je suis de bonne humeur, tu vas goûter à ces hautes vibrations cosmiques. Mais si tu es la femme de quelqu'un, ne viens jamais me voir. Si tu es une femme libre, et que tu voulais juste... Encore que c'est à moi d'évaluer. Oui. Moi, je n'aime pas jouer avec les filles. Quand je me mets avec une fille, c'est pour construire quelque chose de sérieux. Mais une fille qui vient me dire qu'elle veut... Je vais d'abord réfléchir longtemps. Maintenant, si un jour ça me pique, bon, elle a déjà trop dérangé, donne-lui un peu le pilon et tout ça. Tu vois, il faut qu'elle me rassure que là-bas, il y a la sécurité, il n'y a pas la maladie et tout ça. Parce qu'il faut regarder tous ces aspects. Mais il y en a certains qui utilisent l'initiation pour manipuler les patientes. Il te dit que tu as une malédiction dans le ventre. Pour enlever ça, je vais mettre les remèdes sur la tête du pilon et je vais t'enfiler ça pour que ça libère la malédiction que tu as dans le ventre. C'est exactement la même chose que les pasteurs font au nom du Saint-Esprit. Il dit que le Saint-Esprit, comme il est doté du Saint-Esprit, pour atteindre le mal qui est dans ton ventre, il doit te pilonner, il doit te pénétrer vaginalement par là. C'est la même chose que les prêtres font. Et c'est exactement ce que les marabouts en ligne font. Et il y en a beaucoup qui ont abusé de leurs patientes. Que pour te libérer, je vais frotter les remèdes sur la tête du pilon et je vais t'enfiler le truc. Maintenant, il y a autre chose qu'il faut préciser. Oui. Okay. Il y a aussi des patientes qui arrivent, elle te fait la cour. Et pendant qu'elle te fait la cour, elle vient te dire qu'elle n'a pas l'argent. Tu vois? Elle n'a pas, parce que pour faire le traitement, les produits que j'ai là, j'ai acheté, je me suis déplacé, machin. Oui, même les anciens, il fallait jeter un 5 francs au sol. Ah, oui. On dit symbolique. Symbolique. Voilà. Toi, tu arrives, tu n'as pas d'argent. Mais tu veux te faire traiter. En même temps, tu veux me séduire. Bon, ouvre donc la porte des étoiles parce qu'il faut une connexion. Ça peut être une connexion qui est la sueur de ton front, le franc symbolique que tu as travaillé, que tu dois jeter au sol. Ou alors, si tu es ma compagne, je peux te traiter. Je vais te traiter sur la base de quoi? Tu n'es pas ma compagne. C'est-à-dire qu'on n'a pas un contact sentimental ou intime. Tu ne donnes rien, mais tu veux rien, gratuit, comme on dit, tu vas aller au Canada. Voilà, tu vas aller. Tu vois, donc il y a toutes ces choses aussi qu'il faut voir et qu'il faut mettre en lumière. Parce qu'il y a aussi des gens qui croient que quand on dit tradition africaine, tout est gratuit.
Moi, je fais des voyages chez les pygmées où je paye 500 000 francs, où je vais sur le terrain. Il faut payer le transport, le nombre de jours qu'elle va faire là-bas. Il faut acheter à manger à toute la communauté des pygmées Baka. Donc à manger et à boire. Bien sûr. Il faut ta nutrition à toi-même. Parce que ce qu'ils préparent là-bas, toi, tu as tes choses que tu dois manger. Il y a le logement. Si à côté, il y a un endroit où tu peux aller loger, et chaque matin tu vas, il faut payer le logement. Tu vois un peu? Donc, tu te retrouves en train de dépenser comme ça, et puis tu rentres avec certains produits. Quelqu'un vient te dire que non, la tradition, la solidarité africaine. Bon, dans la solidarité, toi, tu m'as apporté quoi? Toi, tu veux seulement d'un côté, qu'on donne seulement d'un côté. Qu'est-ce que toi, tu m'as apporté? Rien du tout. Donc, il y a aussi cette logique de compensation. Le donner et le recevoir. On appelle ça la reconnaissance. C'est pour ça qu'il y a le salaire pour les enseignants, le salaire pour les médecins. Donc, celui qui te traite a besoin d'un scrutin minimum. Aujourd'hui, ce n'est plus comme à l'époque, on était dans le village, la forêt est derrière la maison. Aujourd'hui, on est obligé de voyager pour aller loin chercher les médicaments. Ce n'est plus comme à l'époque où quelqu'un va aller derrière la maison, il racle l'arbre, là, après il vient te donner. Si tu viens avec une poule, il prend la poule, après tu pars. Non. Même là, même la poule là, les gens arrivent, ils te disent que même l'argent pour acheter la poule, il n'a pas. Donc il faut aussi dénoncer ça. Ces gens qui ont cette mentalité-là. Donc pour dire une chose, c'est que en réalité, la confusion et tout ce qui arrive vient de la précarité. Oui. La précarité tend chez ceux qui disent, chez celles qui disent qu'ils ou elles sont les maîtres spirituels et qui ont cru que comme l'école a raté, on n'a pas fini l'école, ou bien on a fréquenté et puis on n'a pas pu avoir le bon boulot, on peut maintenant se replier dans ce type d'activité dans lequel on n'a aucune vocation. Maintenant, on dit que tout le monde est devenu maître spirituel en ligne. Hein? Au nom de la précarité, on a donc des maîtres spirituels qui sont des despotes, des imposteurs, oui, qui font dans l'imposture et qui se réclament tous les jours maîtres spirituels. Et eux-mêmes s'appellent maîtres spirituels. Moi, jamais je ne me suis appelé maître spirituel. Jamais. Voilà. Donc, pour dire que la précarité peut donc amener les gens à faire n'importe quoi. Et c'est ce qu'on observe même dans la vie quotidienne. Quelqu'un achète la moto. On voit que comme il a la moto là, il achète la nourriture à sa maison, dans sa maison, machin. Tout le monde achète derrière la moto qu'on va aller conduire la moto. On appelle ça la logique moutonique, c'est-à-dire la logique des moutons. C'est-à-dire que comme lui il a réussi sur la moto, tout le monde maintenant veut être un motoman. La même chose avec la tendance actuelle, on dit que les gens partent au Canada. Voilà. Donc, comme on a vu que dans la famille d'à côté, l'autre est allé au Canada, et quelques temps après, il envoie quelques dollars. Hein? Et là-bas même, il est dans une situation précaire. C'est-à-dire, si tu arrives, tu vois la vie qu'il vit, il ou elle vit là-bas. Ça te laisse à désirer. Les gens ici vivent 1000 fois mieux. Mais comme l'autre est allé au Canada et a envoyé 100 dollars à sa mère le mois passé, hein? L'autre imbécile d'à côté, que ce soit une fille ou un garçon, dit que non, comme le gars, il a envoyé. Et quand il est arrivé ici, là, tu as vu la mallette qu'il avait, il tirait ça au sol. Et il avait une Santiago. Donc, le genre de chaussures qui a l'étoile derrière, quand il waka, ça fait... Et donc, les villageois et les complexés disent maintenant que tout le monde au Canada, que tu sois architecte, que tu sois médecin, que tu sois enseignant, que tu ne sois même personne, que tu ne sois même rien, tout le monde va au Canada. Donc, la logique moutonique, c'est comme ça qu'on appelle ça, les moutons. Aujourd'hui, les Noirs sont devenus les vrais moutons. Et il faut qu'on se critique nous-mêmes. On ne doit pas passer le temps à critiquer les Blancs. Nous sommes devenus des vrais moutons et j'ai pitié de tous ces gens-là. Moi, je n'ai jamais eu envie d'aller vivre chez les Blancs. Je n'ai jamais, encore même que tu peux aller là-bas pour les concours, pour aller bosser, machin, et revenir plus tard. Tu dois être enterré chez toi. Ceux qui disent qu'ils veulent aller passer leur vie, être enterré là-bas parce que chez les Blancs, c'est le paradis. Tu arrives là-bas, on dit sale nègre, sale négresse. Tu rencontres même un vieux blanc. Les premières pratiques sexuelles entre lui et toi, c'est la sodomie. Parce que tous les Blancs là, quand ils veulent prendre nos filles, c'est pas l'anus. C'est pas l'anus. Donc tu les vois là, des petites complexées. J'ai un blanc, hein. Moi j'ai un blanc. Et tu vois aussi les petits nègres complexés là. Quand il a une blanche, il arrive ici,
il fait comme s'il est supérieur aux autres. Moi, je les regarde souvent à distance. Et ces gars ne m'approchent jamais. Parce que quand ils sont comme ça, là, vous restez là-bas, on ne cause pas. Je cause avec les gens qui sont grands dans la tête. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. La logique de la précarité a fait de nous des complexés. Et aujourd'hui, moi, je ne cause pas avec les complexés, je cause avec les gens qui sont grands dans la tête. Hotep. Alors, Frère Toto, on parle toujours des problèmes liés à bien sûr cette confusion actuelle entre ce qu'on critique et nous-mêmes. On a évoqué bien sûr la précarité tout à l'heure, et avant, ce qui précédait, c'était l'inculture. Alors, l'influence extérieure, qu'est-ce que c'est? Cette influence extérieure, je pense qu'on va la développer dans une lumière éblouissante. Et c'est pour ça qu'on doit se retrouver en train de circuler un petit instant. Hotep. Alors, Frère Tot, je reviens bien sûr à notre question, bien sûr qui parle d'influence extérieure avec bien sûr la confusion actuelle que nous vivons, ce qu'on critique nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est véritablement ce problème d'influence extérieure quand on sait que la précarité domine également le problème d'inculturation et d'un culte même prévaut dans notre société africaine en général et surtout camerounaise en particulier. Oui, effectivement, il y a un profond problème d'inculturation. Tu vois, je ne vais pas trop faire les éloges des docteurs et des professeurs, des licenciés et des bacheliers. Parce que l'inculture, la question d'inculture est située à plusieurs couches. Oui. Tu peux avoir quelqu'un qui n'a pas beaucoup fréquenté, mais qui est très cultivé. En même temps, tu peux avoir quelqu'un qui a beaucoup fréquenté, mais qui est aliéné. C'est-à-dire que quand il va te parler, il va seulement citer Descartes, Platon, Aristote, Socrate, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Thomas Hobbes, John Rawls, Emmanuel Kant, Francis Bacon, les gars comme ça, Edgar Morin. Donc il passe son temps à citer, on appelle ça être un prêt-à-penser. C'est-à-dire que tu ne peux pas asseoir ta connaissance sur la base, certes, de ce que tu aurais appris des autres, mais aussi sur la base de tes propres expériences. C'est ça qu'on appelle une connaissance assise. La vraie connaissance est assise lorsque non seulement tu as pu tirer des leçons de ce que les autres ont expérimenté et que tu as vérifié que c'est en adéquation avec les lois et les principes de l'univers qui peuvent se vérifier au quotidien, mais que tu intègres aussi, que tu associes aussi à tes propres expériences à toi. C'est ça qu'on appelle un vrai penseur. Le vrai penseur, c'est celui qui a pu tirer des leçons des expériences des autres, mais aussi de ses propres expériences. C'est ça un vrai penseur. Un prêt à penser, c'est qui? C'est... Le perroquet est très intelligent. Le perroquet a ses réalités qui vit. C'est vrai qu'il reprend souvent les langues des gens. Mais le perroquet a ses réalités qui vit. Hein. Le perroquet, quand il y a la saison sèche, le perroquet sait là où il faut aller chercher la nourriture. Ah oui. Le perroquet sait là où il faut chercher la femelle. Le perroquet sait là où il faut identifier un site hostile ou machin. Le perroquet ressent les vibrations de l'univers. Parce que parfois quand on dit que quelqu'un est un perroquet, c'est une expression inappropriée. Ne prenons pas simplement le perroquet au sens où le perroquet récite la langue, ce que tu lui as dit de reproduire. En dehors de ce que le perroquet fait dans nos langues, il a d'abord son biotope, c'est-à-dire sa réalité, son univers de perroquet, que nous-mêmes, nous devons encore aller apprendre à étudier. Tu vois un peu? Parce que nous les hommes, nous sommes très prétentieux. On limite les autres animaux à ce que nous croyons qu'ils doivent être comme nous. Non. Nous devons aller à l'école de ces animaux pour connaître leur vraie nature. Tu vois? Oui. J'étais donc en train de dire que les gars qui sont dans ce qu'on appelle le mimétisme, et le même mimétisme, c'est-à-dire quoi? Répéter ce que les autres font. C'est ça que j'ai commencé à dénoncer avec les mototaximans. Tout à fait. Et le Canada. Tu vois? Et maintenant le maraboutage en ligne. Donc comme tout, j'ai vu que l'autre a créé une chaîne,
il est déjà en train de vendre les recettes et tout ça, que pour désenvoûter les gens. Moi aussi, je crée une chaîne, je dis que moi aussi, je suis devenu un grand maître spirituel, je désenvoûte les esprits, etc. Alors que tu n'as pas vocation de ça. D'abord, tu n'es pas compétent et tu n'as pas vocation. Tu vois un peu? J'étais donc en train de dire que, en réalité, la précarité conduit les gens vers la confusion. Oui. Vers la confusion. On ne sait plus qui est qui. Qui est le véritable médecin? Qui est le véritable enseignant? Qui est le véritable voyant? Qui est le véritable architecte? Qui est le véritable ceci? On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui. Tout le monde entre donc dans le foutou. Et ce foutou crée quoi? Des frustrations plus tard. Oui. Un manque de conscience, de confiance, un manque de considération. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui disent qu'ils sont les traditionalistes, la plupart ont perdu la crédibilité. Parce qu'on s'est approché d'eux et on s'est rendu compte que... Aucun résultat. Aucun résultat. À cause de quoi? Pas seulement la précarité, mais le manque de culture. La culture ici est située à plusieurs niveaux. Le premier niveau de culture, c'est l'éducation de base, l'éducation parentale. Une fois que cette éducation elle-même est issue d'une source polluée, c'est-à-dire qu'une mère aliénée dans Jésus, ou la Vierge Marie, ou dans Allah, hein? La progéniture est perdue. Ou un père qui croit que je m'habille comme un blanc, et il met la veste avec le pilon au cou. Il sort là, il tord la bouche, il dit qu'il est un benguiste. C'est un benguiste, tu vois. C'est ça. Là, tu vois, le cigare. Oh là là. Ça, tu vois. Ou alors l'autre qui dit que j'ai déjà fait 350 pays sur Terre. Je suis allé à Tokyo, à New York, à Saint-Pétersbourg, à Paris. Regarde les réflexions des idiots qui sont sur Terre. C'est-à-dire que dans leur tête, c'est que le nombre de villes et de pays que tu as déjà fait dans ta vie fait de toi quelqu'un de très sage. Qui peut donner les leçons aux gens. Qui peut donner les leçons aux gens. Tu vois à quel niveau de réflexion, de complexe. Et quand ces gens viennent parler donc à certaines filles, ils disent que non, j'ai déjà fait 56 pays. Quand la petite villageoise entend ça, elle dit que mais tu vas aussi l'amener à Dubaï, non? C'est ça. Tu vois, comme on a envie de découvrir ce qui est nouveau, donc on entre dans les rêveries. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. Tu vas voir maintenant, quand ce gars commence à raisonner, tu te rends compte que c'est un brouillon. Il est vide de substance. Il n'a pas de structure. Donc quand tu l'attaques même, tu sais comment, moi je ne cause plus trop avec les gens. Parce que si je commence à causer avec toi, il te déstabilise avec une seule question. Avec tout ça, hein? La leçon de sagesse que tu peux nous enseigner, comme tu as visité 1000 pays sur Terre, quelle est la leçon de sagesse? Tu ne peux rien dire. Il te regarde comme ça, il dit que non, tu vois que quand tu es à New York, il y a les gratte-ciels là-bas. Donc, voilà donc les réalités dans lesquelles les gens sont. La culture, c'est d'abord à la base la structure mentale, l'équilibre mental. Quand on dit que quelqu'un est structuré mentalement, ça veut dire qu'il est enraciné. C'est-à-dire qu'il apprend à se connaître. Le nom que je porte, je m'appelle Abena, je m'appelle Ndumbia, je m'appelle... Pas Francis, pas Gertrude, pas Jérémie. Ton nom, tu es d'où? Tu es quoi? Tu sors d'où? Ton nom signifie quoi? Tu es né pour faire quoi dans la vie? Quel est le sens de ton existence, de ton être au monde? Tu es venu au monde pour faire quoi? Pour manger le manioc, le macabo et les pizzas? C'est ça ta vie? Gnoxer les métis, les blanches, pilonner les chinoises, hein? Aller au bord de la plage, aller dans tel meilleur hôtel. Donc tu es né pour venir faire ça. Quel est le sens de ton existence? Voilà la question qui déborde souvent l'entendement de tous ces gens et qui les déstabilise. Après tous les diplômes, après toutes les initiations, après tous les voyages, quelle est ta mission sur Terre? Tu es né, toi particulièrement, tu es né pour venir faire quoi? Tu n'en sais rien. Quand on te pose cette question, ça détruit tous les diplômes que tu as, toutes les initiations, tous les gens que tu as tués pour dire que tu veux devenir puissant. On te pose donc la question que tu existes pourquoi? Pour marcher le macabo, manger la sauce jaune, hein, les hamburgers, les McDonald's, aller
à New York, hein, aller à la Trump Tower. Wow. Moi, je suis allé à la présidence, hein, à Itoudi. Tu vois, les réflexions des gens. Tu vois, j'ai voyagé avec Cristiano Ronaldo. J'ai salué Vladimir Poutine. Voilà, regarde, voilà les réflexions des gens. Tu vois, quand tu causes avec ce genre d'individus, quand quelqu'un commence à parler comme ça, si j'ai ma bière, j'allume ma bière, j'allume mon téléphone et je ne suis plus là-bas. Je ne cause pas avec ce genre de personnes-là. Tu vois. J'ai aimé la plus belle femme du monde. J'ai la plus belle femme à la maison. J'ai la plus belle voiture. J'ai une villa de 10 étages. Et puis quoi? Qu'est-ce que tu apportes à ta communauté? Qu'est-ce que tu apportes à ton peuple? Et le futur, quand on parlera de toi, tu auras apporté quoi pour l'évolution des consciences? Rien du tout. Tes gratte-ciels vont s'écrouler un jour. Mais qu'est-ce que tu as? Comment tu fais pour immortaliser ta mémoire dans les consciences? Et vu que tu appelais être un ancêtre. Vu que tu appelais à être un ancêtre sanctifié, sur lequel on va se servir, dont on va se servir comme modèle, tu vois, qui sera une source d'inspiration à travers la vie que tu as menée sur terre, vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de tes semblables. Est-ce que tu peux être un exemple à suivre? Regarde, les gens, la conscience des gens n'arrive pas là. Le problème, c'est qu'il a le Hummer, il a la Mercedes Benz, il a quoi? Vous appelez ça comment? La limousine. Il a la Range Rover, 600 immeubles et tout ça. Range Rover. Il a toutes les belles femmes de l'Arabie Saoudite. Voilà les réflexions des gens. Tu vois, j'ai un compte bancaire de 300 milliards. Voilà. Donc quand tu meurs maintenant, ils sont nombreux qui sont morts, qui sont des milliardaires. Je dirais même tous les milliardaires qui parlent d'eux aujourd'hui. Hein? Voilà Photo Victor. Qui parle encore de Photo Victor? Il est aux oubliettes. Même sa famille est déchirée. Donc, ces illusions dans lesquelles les gens vivent, c'est un problème quand on parle d'inculture. Je parle de la structure mentale. Oui. Qui fait en sorte que les gens soient enracinés dans leur véritable nature en rapport avec leur être au monde. Avec le sens de leur existence. Avec la mission pour laquelle ils sont venus dans le monde. Et quelles sont les marques positives, les empreintes positives que ces gens ont gravées dans les consciences, dans les cœurs des peuples, pour continuer d'être comme modèle. Le problème d'inculture, c'est aussi le problème de manque de culture. Oui. Parce que tu peux être diplômé, mais tu ne sais pas comment les Chinois pensent. Tu ne sais pas. Et pour savoir comment les Chinois pensent, tu n'es pas obligé d'aller en Chine. Il y a les livres de Mao Tse-tung. Il y a le Tao Te Ching qui enseigne le taoïsme. Il y a le Yi King. Il y a les enseignements de Lao Tse, de Fu Yi, de Chuang Tse et tout ça. Hein? De Confucius, que tu peux lire. Même si tu as fait économie, tu dois lire ça. À partir de là, tu peux déjà connaître la mentalité chinoise. Tu n'es pas obligé de me dire j'étais en Chine à Pékin, mais tu ne connais rien des Chinois. Tu as rencontré un ou deux Chinois dans la rue. Tu connais la structure mentale des Chinois? Non, parce que tu ne connais pas leur littérature. Donc il faut connaître la littérature chinoise. Oui. Il faut connaître la littérature indienne, japonaise, occidentale, pour connaître la structure mentale et visionnelle de ce peuple-là. Ce n'est pas parce que tu as rencontré 10 personnes dans des restaurants dans la rue que tu vas dire que tu les connais. Allez loin avec ça. Moi, je ne prends pas ce genre de personnes au sérieux. Il te dit, j'étais en Chine, j'ai fait 10 ans à Pékin. Tu as connu tous les pays. Tu as connu le ministre de la Justice. Tu as connu le grand maître taoïste. Tu as connu le chef d'État chinois. Tu as connu les gars de la rue. Là où tu étais dans ta petite sphère de vie, où tu crois que c'est ça la Chine. Tu veux limiter la Chine à ça, à ta petite sphère de vie. Il faut arrêter ça. Donc, je dis le problème des cultures. Il faut être d'abord structuré mentalement et il faut apprendre à connaître les autres. Il faut apprendre à connaître non seulement les autres civilisations, les autres peuples, la mentalité des autres peuples. Il faut apprendre à se connaître soi-même. Il faut apprendre à connaître la nature et l'univers. Peut-être. Alors, pour clôturer bien sûr, notre première partie, juste une phrase sur le problème relatif à l'influence extérieure. Justement, l'influence extérieure, c'est quoi? On te dit qu'aujourd'hui, pour être quelqu'un de respecté sur Terre, hein, il faut être riche matériellement. C'est-à-dire qu'il faut détourner les fonds, les milliards. Hein? Il faut vendre les os, les ossements humains, pour avoir les millions et les milliards.
Il faut faire les crimes rituels. Quand tu vois une belle fille pleine d'énergie, tu la kidnappes, tu pars l'assommer avec le boudin et tu mets dans le sac. Tu la conditionnes dans une salle. Elle fait 3 mois là-bas, après tu pars récupérer les os. Ou alors avant même qu'elle ne commence à pourrir, tu enlèves le rein, tu enlèves le tissu, le cœur. Tu vois, on t'a déjà dit que pour être un grand, il faut être riche. Donc, il faut être riche par tous les moyens possibles. Donc, quand les gens ont déjà intégré dans leur tête que n'est grand que celui qui a beaucoup d'argent, les gens ne se posent pas la question, il a eu l'argent là par quel moyen? C'est ça aussi. Il y a ceux qui ont l'argent par le trafic d'ossements humains, par le trafic d'organes, par l'homosexualité, la sodomie, par le vol d'énergie, par le vol des terres. L'escroquerie même. L'escroquerie, comme on dit en ligne là. Pas tout ça. Donc tu vas voir un jeune avec un gros véhicule, tu dis qu'il a réussi la vie. Il a réussi, tu le connais. Tu connais sa vie. Toi, la petite fille là, que tu vois qu'il a envie de, le gars a envie de fumer là. Tu arrives, il a un grand immeuble. Tu connais sa vie. Tu ne connais pas sa vie. Et moi, je mets tout le monde à défi. Moi qui parle là. Si, de toutes les filles que j'ai connues, je n'en ai pas connu trop. J'ai connu l'essentiel qui m'aura permis d'abord de devenir mature et de faire les bons choix. De toutes les filles que j'ai connues, si une seule m'a entendu lui faire la proposition que je vais entrer par derrière, jamais. Parce que pour moi, même quand une fille n'est pas propre, qu'elle ne sait pas bien laver, je suis mal à l'aise. À plus forte raison, entrer là où la merde sort. Si jamais j'ai entraîné quelqu'un pour aller se faire tuer, si je suis cela, moi j'attends les témoignages. Et avec les preuves à l'appui, hein, parce qu'on peut se lever aussi. Il m'avait proposé ça, oui. Qu'est-ce qui prouve que je te connais? Rien ne prouve que je te connais. Tu as fait comment? Tu t'es retrouvé avec moi où? Et tout ça. Hein? Bon, les personnes donc qui agissent dans le sens de la vérité et de la justice. Oui. Œuvrent toujours pour cette vérité et cette justice. Vous qui êtes mon entourage ici, on se retrouve tout le temps. Je n'ai pas besoin de trop parler. Ce n'est pas les actes qu'on sent que voilà quelqu'un qui a un grand cœur, qui est positif, qui a des ondes positives. Je n'ai pas besoin de parler. Moi, je ne suis pas là pour chercher le trafic d'influence en m'accrochant à tel milliardaire. Moi, je ne suis pas derrière les milliardaires. Je suis derrière la vérité. Et ce que je gagne tous les jours, c'est à travers mes enseignements. Je ne gagne rien d'autre, soit à travers la sueur de mon rectum, ou parce que j'ai vendu tel ou j'ai vendu tel. Jamais. Je confirme. Voilà. Mahat connaît le chez moi, Souvi connaît le chez moi. Tous ces gars-là connaissent là où j'habite. Ouais, mais toi, tu dis même quoi de vous. Donc, en réalité, pour dire que, pour revenir à ce que tu disais, à savoir, l'influence extérieure vient de ce que tu attends que les autres te valident. Tu attends la validation extérieure. Toute personne qui attend la validation extérieure est une personne qu'on appelle extravertie. Il ne faut ni être extraverti, ni être introverti. Il faut être équilibré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ton centre de rayonnement intérieur doit refléter ton mode de pensée, ton mode de parole, tes paroles et tes actes, qui doivent promouvoir non seulement ton bien-être, mais le bien-être collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière dont les autres te voient, c'est exactement la même manière que tu es. Maintenant, l'esclavagisme, c'est qui? C'est celui qui veut paraître ce qu'il n'est pas. C'est celle qui veut paraître ce qu'elle n'est pas. Aux yeux des gens, elle montre que c'est une sainte nitouche. Vraiment, moi, je ne fais jamais ça. Vraiment, moi, je ne peux jamais faire ça. Mais quand on commence à découvrir, on découvre que ce n'est pas ça que tu dis. L'autre vient te dire, un homme, il te dit vraiment, non, moi j'ai fait des panels et des médias avec certains gens. Ah oui. Il parle à la télé, il parle comme s'il est un modèle. Mais nous qui le connaissons depuis, on sait qui il est en réalité. Les vrais gens, ce sont tes anciens amis, tes anciennes copines. Hein?
Et les gens qui sont proches de toi tous les jours, ce sont les gens là qui te connaissent mieux. Ce que tu pars raconter en ligne là-bas ou à la télé, ce n'est pas toi là-bas. Le vrai toi. Pour connaître le vrai moi, allez rencontrer Mad, même si c'est à minuit. Dis-lui que le frère Todd, c'est comment, ça se passe comment? Frère Souvi, laissons même Souvi et Mad. Allez rencontrer mes frères au village. Voilà. Voilà. À qui je n'ai pas donné la bière depuis 3 ans. Allez leur demander quel genre d'homme je suis. Ils vont vous dire que le type là, comme il est là, c'est comme ça qu'il est. Voilà, c'est ça qu'on appelle un homme en adéquation avec ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il fait. C'est la même chose avec la femme. Tout à fait. Il faut éviter de jouer le paraître. C'est très dangereux parce que ta vie va te rattraper. Les gens qui sont proches de toi vont aller dire à ces gens que le type là, c'est un faux type. Tu vois? Laissons même le passé parce que quand on était jeune, on pouvait faire certaines choses parce que tu es immature. Oui. Mais quand tu deviens donc un homme mature et structuré, il y a des choses que quand on dit que voilà un vrai homme, quand on te voit dans les actes, on arrive dans ta famille, on arrive partout, chez tes amis, chez tes collègues, on dit que non, les gars disent que non. Hey, le type là, il est très rigoureux, il est très compliqué. Et Mad ne cesse jamais de me dire tout le temps que je suis très... Laissez-moi, je ne suis pas compliqué. Je pense que c'est juste une question d'autodiscipline d'abord, oui, et d'une exigence de discipline autour de toi, de toutes les personnes qui te fréquentent. Tu ne peux pas faire les efforts pour te perfectionner tous les jours et tu t'entoures de personnes médiocres et sales. Ce n'est pas possible. Pour bien évoluer dans la vie, il faut savoir d'abord se discipliner soi-même et être bien entouré. Donc, pour dire, le jugement extérieur, c'est ça qui détruit les gens. Tu veux être comme les gens veulent que tu sois. Tu n'es pas toi-même. Apprenons à savoir qui nous sommes nous-mêmes et apprenons à cultiver nous-mêmes, à être toujours nous-mêmes en adéquation avec le nous-mêmes là. C'est notre être au monde. Pourquoi on est venu au monde? Quelle est notre mission? Le nous-mêmes, ce n'est pas la médiocrité. Que comme tu es bas, tu es méchant, tu cultives la méchanceté. Comme tu es hypocrite, tu fais l'éloge de l'hypocrisie. J'ai dit le nous-mêmes dans le sens du pourquoi de notre existence. Quelle est notre mission sur terre? C'est ça le nous-mêmes. Que chacun apprenne à connaître sa mission sur terre. Est-ce qu'on se comprend? Parfait. Voilà. Et à partir du moment où tu connais ta mission sur terre, pourquoi tu es né? Pourquoi tu es né? Et toute ta vie jusqu'à la mort, c'est pour faire quoi? Une fois que tu connais déjà ça, ça veut dire que tu connais ton toi-même. Et dans ce toi-même là, dans la mission là, tu vas donc la mettre en concert avec la vie de tous les autres tes semblables, qui sont tes semblables. Donc si chacun de ces gens qui sont tes semblables a sa mission, si la chèvre, le canard et tout ça, le lion, le manguier, tout ça, si toutes ces choses ont leur mission, hein, à quoi servent donc chacune de ces missions? C'est pour construire quoi? C'est pour construire un monde meilleur. Oui. Une meilleure compréhension de la vie. Tu vois un peu? Donc, en réalité, en te connaissant toi-même et ta mission sur terre, ça va t'amener à découvrir la mission des autres. Et ça va t'amener maintenant à établir les liens entre toutes ces missions. En vue de quoi? En vue d'une meilleure compréhension de la vie. En vue de quoi? En vue de l'accès à la sagesse divine. À la sagesse de vie. Et après avoir saisi cette sagesse, on peut donc être capable de la diffuser, de la transmettre, de l'enseigner. Je n'ai pas dit que j'ai terminé mon cheminement dans l'étude de la sagesse. Mais ce que j'ai déjà acquis, je peux le mettre au service de mes semblables. Donc, le jugement extérieur ne doit jamais être une condition d'existence. La condition d'existence, c'est d'accomplir pleinement le sens de son existence sur terre. Et pour l'accomplir, il faut en être conscient. Il faut en avoir conscience. Et pour en avoir conscience, il faut apprendre à s'étudier soi-même. Au tête. Alors, merci frère Tota d'avoir clairement expliqué cette toute première partie. On va prendre notre deuxième grande partie de ce jour. Le thème, vous le connaissez déjà, le développement. Notre deuxième partie va parler du développement par l'évolution des consciences. Alors, ce développement africain est souvent pensé en termes d'infrastructures, comme vous l'avez tantôt dit dans l'un de vos récits tout à l'heure, mais rarement en termes de conscience. Alors, frère Tot, selon vous,
Le véritable développement ne commence-t-il pas par l'évolution de conscience? Justement, on ne peut pas parler de développement avec les gens qui voient la prospérité de l'Afrique seulement dans les couches de nuit, dans les totems, dans les toilettes, hein, dans les rites funéraires, dans le culte des crânes, hein, dans les problèmes de blocage et tout ça. C'est là-bas que le développement de l'Afrique va venir. Si vous n'avez pas la culture scientifique, si vous n'avez pas si vous n'adoptez pas la nature du génie créatif, vous pensez que votre pays va se développer dans un mimétisme moutonnier où vous répétez ce que les autres font. Le motoman, moi aussi je vais être motoman. L'autre est allé au Canada, moi aussi je vais aller au Canada. L'autre est devenu exhumeur d'os. Moi aussi je commence à exhumer les os pour aller vendre. Manque de créativité. Un peuple qui manque de génie créatif, c'est un peuple qui est voué à la stagnation permanente. Le génie créatif doit maintenant être combiné à l'étude des lois, des principes et des lois de la nature. Oui. Ce qu'on appelle la science. C'est la science et le combiné au génie créatif qui révolutionne les peuples. On ne peut donc pas se retrouver avec les gens qui parlent de tradition africaine tout le temps et qui veulent nous limiter aux couches de nuit et aux coris. C'est quelle réflexion ça? Hein? Vous allez voir tous les gars là qui se disent qu'ils sont en ligne, qui sont les traditionnalistes. Vous allez difficilement voir les gars qui vont vous parler de l'architecture africaine. Difficilement. Ça dit sur 1000, tous les gars là, ils sont les laveurs de fesses qui vont venir te laver le njiba. Que comme tu as des démangeaisons en bas, on va te donner le kangwa avec le ndong pour te faire le lavage. Voilà les réflexions des Noirs actuellement. Et dit que bon, comme tu as le serpent dans les toilettes là, et il y a le mboma, le totem de quelqu'un, on va venir avec les gris-gris pour venir. Bon, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas important. C'est important, je suis d'accord. Oui. Mais je dis c'est à un niveau de conscience. Si tout le monde se retrouve en train de faire ça, hein, sur 1000 personnes qui parlent de tradition, si on retrouve 990 personnes qui font dans ça, sincèrement, on ne peut pas avancer. On a besoin des gens qui sont allés à l'école et qui sont capables d'adapter leurs études à la pensée africaine. Oui. Quand tu as fait l'économie, quelle est l'approche africaine de l'économie? Quand tu as fait le droit, quelle est l'approche africaine du droit? Quand tu as fait l'architecture, quelle est l'approche africaine de l'architecture? Quand tu as fait la politique, en dehors de ce que les Machiavel, les Montesquieu disent et les Platon, quelle est l'approche africaine de la politique? Oui. Que pensaient les pharaons de la politique? Que pensaient les royaumes du Moyen-Âge africain? Donc l'empire du Mali, l'empire du Songhai, l'empire du Ghana, le royaume du Zimbabwe et tout ça. Que pensaient ces grands rois sur la politique africaine? Quand tu parles d'économie, quelle est l'approche africaine de l'économie? Quand tu parles du journalisme, tu dois être capable de dire au thème. Tu dois être capable de savoir ce que signifie MAD. Tu dois être capable de savoir ce que signifie la communication. Ah oui. Quelle est l'approche africaine de la communication? Quelle est l'approche africaine du sondage, de l'enquête? Voilà. Arrêtez vos histoires de couches de nuit, arrêtez des blocages. C'est ça le kamitisme, c'est ça la tradition africaine. Vous voulez limiter les gens à ça? C'est trop banal. Tout le monde peut parler de ça. Même l'enfant de 10 ans peut se créer aussi sa chaîne. Vous venez parler de ça. Montrez vos compétences réelles. Et c'est sur la base de ces compétences qu'on va bâtir une vraie Afrique. Si tu es quelqu'un qui est capable de fabriquer des grandes centrales nucléaires pour alimenter les villes, il faut que tu aies l'approche africaine de l'énergie. Ça peut être la géothermie, ça peut être l'énergie hydraulique, ça peut être l'énergie solaire, ça peut être ceci. Montez vos compétences là-bas. Arrêtez vos histoires de couches de nuit et de repas de nuit. Arrêtez ça. Arrêtez vos histoires en ligne là, avec les coris. Les Blancs se moquent de nous. Les Asiatiques, les Chinois se moquent de nous. Parce que notre réflexion est seulement limitée sur des banalités quotidiennes. Et l'émission d'aujourd'hui, c'est une émission où je fais maintenant la gueule de bois, la grande gueule sur mes propres frères et mes propres sœurs. Donc, ma soeur, très chère Matt, si on ne fait pas une autocritique, on ne peut jamais évoluer. Ah oui. Il y a les gars, parmi les gars qui sont allés, il y a les gars qui sont les bacheliers
comptabilité. Apportez-nous votre génie dans la comptabilité, en rapport avec l'Afrique. Il y a les gars qui ont les BTS en médecine. Apportez-nous votre génie dans la médecine. La médecine que vous avez étudiée chez les Blancs et la médecine africaine. Faites une étude comparative et apportez-nous le bon truc. Oui. Arrêtez vos histoires. Dès que la vieille sorcière se transforme en hibou, elle est tombée sur la toiture. Vous savez ça que l'Afrique va se développer? Jamais. Je dis jamais. Donc, la culture, la validation extérieure ne sert à rien. Il faut apprendre à se construire à partir de son propre potentiel et à partir de la connaissance des principes et des lois de la nature. Y compris à partir de la sagesse de son peuple, issue de la mémoire historique. Voilà ce qu'on peut dire en disant, en réalité, l'innovation et le génie doivent être au centre de la Renaissance africaine. J'ai dit la sagesse, oui, la connaissance, l'innovation, le génie et la solidarité doivent être au centre de la Renaissance africaine. Je reprends. La sagesse, la connaissance, l'innovation, le génie et la solidarité doivent être au centre de la Renaissance africaine. La Renaissance ne peut donc être effective que lorsqu'on a acquis ces 5 piliers et que lorsqu'on les a mis en pratique. Hotep. Ah oui, frère Tota, il y a un mot qui a retenu mon attention tout à l'heure, là, génie. Parlons bien sûr de génie africain. Ce génie peut-il réellement s'exprimer dans une logique de magie rapide ou de dépendance spirituelle? Justement, le génie n'est pas dans l'infraction. C'est quoi l'infraction? L'infraction, c'est de violer les lois, parce que tu vas aller vite. Bon. Je prends un exemple, ça va peut-être te choquer, mais je prends un exemple pour qu'on se comprenne de manière terre à terre. D'accord. Je veux t'avoir comme ma compagne. Au lieu de me comporter comme un homme de bonne moralité, qui est propre, qui est élégant, qui peut bien te protéger, qui peut bien t'entretenir, qui peut bien machin, et au lieu de bien te préparer aussi à m'accepter dans ta vie, qu'est-ce que je fais? Soit je te viole, soit je te mets la drogue dans la nourriture. Pour que tu découvres après que j'ai déjà couché avec toi. Parce que dans ma tête, comme j'ai déjà couché avec toi, c'est que tu vas automatiquement m'accepter. C'est ça qu'on appelle l'infraction. C'est la même chose avec les gars qui disent qu'ils veulent réussir dans la vie. Est-ce que tu es né pour être footballeur? Ils sont nombreux qui ne sont pas nés pour être footballeurs, mais qui deviennent footballeurs par infraction. Oui. Parce qu'ils sont allés faire les rites sataniques. Est-ce que tu es né pour être chef d'État? Mais il y a ceux qui deviennent chefs d'État par infraction, parce qu'ils sont allés faire les rites sataniques. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le génie est un don naturel. C'est pourquoi tu es né. Je reprends la mission, ta mission de vie. C'est ça qui s'accomplit à travers ton génie. Et c'est cet apport que tu apportes, pardonnez-moi le pléonasme, à la communauté, qu'on reconnaît en toi quelqu'un qui est né pour cette mission-là. Et la mission en question est au service de la communauté. Alors, chers internautes, nous allons mettre la clé sous le paillasson, bien sûr avec la vocation et la voix de la Renaissance. La Renaissance africaine semble être une vocation, pas une mode. Alors, frère Tota, pour conclure, quelle est selon vous la véritable voix de la Renaissance africaine aujourd'hui? La voix de la Renaissance africaine repose sur 5 piliers. Oui. Premier pilier, prise de conscience de qui nous sommes via l'étude de l'histoire multimillénaire de l'Afrique. Et une histoire qui est racontée par les Africains eux-mêmes, que ce soit les intellectuels africains ou que ce soit les initiés africains. Et les intellectuels africains inscrits sur la ligne stricte de l'école de Cheikh Anta Diop, en ce qui concerne l'histoire de l'Afrique. Et en ce qui concerne aussi l'égyptologie africaine. Deuxièmement, après cette prise de conscience, l'étude de sa vraie nature, c'est-à-dire de son génie, le sens de son existence, le ce pourquoi nous sommes missionnés dans cette existence précise et présente. Et cela nécessite quoi? Cela nécessite l'étude sur soi-même, la connaissance de soi-même, la connaissance de sa lignée généalogique, la connaissance de son nom. Et ensuite, le troisième volet, c'est
la culture de son génie. Il faut apprendre à le connaître, à le cultiver, à le canaliser et à le perfectionner. Oui. Le quatrième point, c'est la mise en œuvre de ce génie qui aura été connu, compris, canalisé, maîtrisé et orienté. La mise en œuvre de ce génie au niveau de la créativité, au niveau de la production intellectuelle, la production artistique, la production scientifique, la production économique, la production politique, etc. etc. Oui. Le quatrième point, je ne sais pas où c'était le quatrième. C'était le quatrième, maintenant nous sommes au cinquième. Le cinquième point, c'est maintenant la prise en compte de tous les autres génies. Oui. Et la compréhension du rôle de chaque génie au sein d'une famille, au sein d'un clan, au sein d'une ethnie, au sein d'une tribu, au sein d'un peuple et au sein de l'humanité. Dans quelle mesure chaque génie peut être mis au service de l'humanité pour participer au bien-être collectif de l'humanité et pour participer à l'évolution des consciences de l'humanité. Alors, un message adressé à la jeunesse qui cherche l'éveil, bien sûr, mais se perd parfois dans les solutions rapides. Le message, il est simple. Il faut écouter les grands esprits. Oui. Je ne sais pas si j'en fais partie. Je pense quand même que dans mon domaine de compétences, j'ai produit des émissions sur la méthodologie de recherche dans le domaine de la science. J'ai produit beaucoup d'émissions sur la vision africaine du monde, sur la cosmologie africaine. J'ai produit beaucoup d'émissions sur la genèse de l'univers et la genèse de l'humanité via les récits africains de la naissance de l'univers. J'ai produit plusieurs émissions sur la véritable nature de la divinité dans la pensée africaine. J'ai produit plusieurs émissions sur le statut des divinités africaines comme les principes et les lois qui régissent l'univers. J'ai produit les émissions sur l'ordre, la justice, l'équité et ce qu'on appelle la maths. J'ai produit les émissions sur la vraie nature du destin. Qu'est-ce que le destin? Le mystère du destin. Oui. J'ai produit les émissions sur le mystère de la mort, de la résurrection et de l'élévation. J'ai produit des émissions sur l'histoire de la Bible, donc la vérité sur la Bible, acte 1, acte 2. Oui. J'ai produit des émissions sur quel est le statut de la femme dans la pensée africaine. J'ai produit plusieurs émissions que je ne peux pas énumérer ici. Des centaines et des centaines d'émissions. Je ne parle pas des cours que j'ai donnés dans les amphis. Je ne parle pas des personnes que j'ai formées sur le terrain et qui aujourd'hui dont beaucoup travaillent, beaucoup ont voyagé, beaucoup sont partout. Donc, j'ai fait tout ça et je continue de le faire. Et j'ai dit que les Noirs, les Africains, mettent leurs moyens au service de l'éducation des masses. C'est ce que je fais. J'ai organisé une conférence récemment en avril où j'ai dépensé plus de 2 millions de francs CFA pour organiser une conférence gratuite où j'ai payé la salle de la conférence à 800 000. J'ai donné l'argent pour la publicité dans les médias. J'ai payé les panélistes, les intervenants. J'ai fait à manger, j'ai donné à boire et tout ça. Et sans oublier les papiers qu'il fallait légaliser dans la... Je mets l'argent au service de l'éducation des masses. Pendant que d'autres en ligne veulent plutôt estorquer les argents. Moi, je mets l'argent. Teoti Sekem, ce sont mes finances. Ah oui. Il faut que je vous gère. Il faut gérer la spécialiste en journalisme. Il faut gérer le technicien. Il faut acheter les caméras. Il faut payer pour le montage. Il faut payer pour la mise en ligne. Il faut payer le transport. Chaque jour qu'on se déplace, rien que le transport, c'est environ 10 000 francs. Ah oui. Voilà. Il faut qu'on s'arrête, qu'on mange, qu'on boive, que si quelqu'un a soif, qu'on se désaltère. Et quand vous rentrez, il faut une motivation. Chaque production de l'émission de Teoti Sekem, c'est minimum 50 000 francs CFA. Chaque émission qu'on produit. Il faut que les gars qui nous écoutent sachent ça. Et quand je sors le matin, je ne reçois pas un appel que comme tu peux faire le tournage, voilà 50 000. Maintenant, si les soeurs et les frères veulent nous soutenir, voilà. Nous sommes ouverts, comme nous l'avons dit. On a donné les contacts au début de cette émission. Les gens peuvent nous soutenir. Maintenant, en plus de ça, de tout ce que je fais,
j'ai ouvert une autre brèche, la porte pour l'étude de nos textes sacrés. Les textes sacrés africains, que les Africains ne connaissent pas. Ils connaissent juste la Bible et le Coran. Il est question de permettre aux Africains de prendre connaissance de ces textes sacrés, de connaître leur dimension initiatique. Quel est l'enseignement que ces textes nous apportent pour la connaissance de nous-mêmes, pour la connaissance de la nature et pour la connaissance de la vraie nature du divin et pour la connaissance de ce que les autres appellent le salut, c'est-à-dire l'accès à l'immortalité. Il est donc temps pour que les Noirs nous contactent pour entrer en connaissance de la dimension initiatique de ces textes sacrés. J'en parle avec autorité parce que je suis spécialiste dans le domaine. Oui. Je suis ontologue, métaphysicien, égyptologue et psychologue dans une certaine mesure. Donc j'ai étudié le symbolisme religieux, le symbolisme métaphysique au sens global. J'ai étudié les langues anciennes, le grec, le latin, le sanskrit, l'égyptien ancien, c'est-à-dire les hiéroglyphes. Je parle français, anglais et tout ça. Donc je peux donner même des cours même en anglais, il n'y a pas de souci. Et puis, j'ai étudié l'histoire des religions, la philosophie des religions. J'ai étudié l'égyptologie, j'ai étudié la métapsychologie, j'ai étudié la métaphysique, l'histoire de la métaphysique et l'ontophénoménologie. Et sur le terrain, je suis sur la pratique. Donc, il y a beaucoup de choses que je connais déjà, que je peux mettre à la disposition de nos sœurs et nos frères. Ah, donc, oui. Ces connaissances, ces compétences me donnent la possibilité de leur permettre d'entrer dans une compréhension profonde de nos textes sacrés. Et pour cela, toutes celles et tous ceux qui veulent entrer dans ces études peuvent nous contacter via le plus 237 oui. 655 74 27 84 ou alors le plus 237 676 40 74 40. Nous disons donc, jeunesse africaine, oui. œuvrez dans la culture de vous-même, dans l'ancrage psychologique, dans la maîtrise de votre sens d'existence, votre mission au monde. Cultivez-vous dans les domaines tels que la science. Et que chacun dans son domaine de compétence, la science, la politique, l'économie, l'art et tout ça, tous les domaines. Et veillez à ce que chacun, à partir de son domaine de compétence, puisse apporter quelque chose de nouveau pour la renaissance africaine en accord avec la vision africaine du monde. Hotep. Alors, chers internautes, la Renaissance africaine ne peut être bornée au maraboutage en ligne. Celui-ci n'est pas... Peut-elle. Non, ça c'est pas... Je ne reprends pas le thème. En fait, d'accord. La Renaissance... Tu vas couper la partie là. Oui, je vais couper. Je reprends. Alors, la Renaissance africaine ne peut être bornée au maraboutage en ligne. Celui-ci n'est qu'un symptôme d'un malaise aussi plus profond. La véritable Renaissance commence lorsque l'Africain, le jeune, cesse de chercher des raccourcis et également accepte l'effort de l'élévation, découvre son génie, sa mission et assume sa vocation. La Renaissance africaine n'est pas une promesse à vendre en ligne, comme beaucoup le font, mais une œuvre à accomplir. Merci à notre frère Toth qui répond toujours présent à chaque fois qu'on le sollicite. Et merci à vous, chers internautes, parce que vous êtes conscients. Ici, bien sûr, s'achève Teouti Sekem, l'émission qui élève la pensée pour transformer l'action. Je ne peux pas être impressionné par qui que ce soit. Parce que je me suis formé à 70% moi-même. J'ai traversé la précarité, mais je suis resté moi-même. C'était difficile, mais je me suis battu, j'ai gardé la tête haute. C'est décidé. Plus jamais je ne serai muselé. Par amour de foi, moi j'ai tout donné. Excusez-moi tant je suis froid, je regarde juste devant moi, c'est la démarche de la gloire. La nuit tombe, il reste tout de shooter le shérif. Il te lance des pics de critiques, mais de souris. Aïe, ça fait mal, trop d'épines sur les sentiers de l'espoir. La rue est vaine, l'or te brise. Ce n'est pas tes poches, mais ton cœur qui t'en frise. C'est chaud dans les périphériques, même nos péricas veulent se faire aussi du fric. C'est triste, mais le pays fait rire. Ici, même la galère enfile des perruques.
C'est triste mais le pays fait rire. Ici même la galère enfile des perruques. Décidé, 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 décidé. Plus jamais je ne serai muselé, 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 muselé. Par amour de foi, moi j'ai tout donné, tout donné. Excusez-moi donc si je suis froid, je regarde juste devant moi. C'est la démarche de la gloire. C'est décidé, 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 décidé. Plus jamais je ne serai muselé, 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 muselé. Par amour de foi, moi j'ai tout donné, tout donné. Excusez-moi donc si je suis froid, je regarde juste devant moi. C'est la démarche de la gloire. Cette précarité ne devrait pas briser le moral des gens. Cette précarité ne devrait pas faire en sorte que les gens foncent tête baissée vers le matériel, vers le matérialisme. Donc on voit aujourd'hui le mouvement Kamit est devenu un fonds de commerce pour beaucoup. Parce que vous voyez déjà là où je vais, c'est-à-dire c'est pour montrer que j'ai traversé la précarité, mais je suis resté moi-même. C'est-à-dire jusqu'aux dernières années, 2016-2017, c'était difficile. Mais je me suis battu, j'ai gardé la tête haute. J'ai fait des médias ici au pays où parfois on voulait me ridiculiser, on faisait des trucs, mais j'ai gardé la tête haute. Parfois on voulait même m'orienter vers d'autres choses, les choses que je dénonce ici. J'ai gardé la tête haute. Donc parfois on voulait me donner l'impression qu'on peut m'acheter. C'est-à-dire que, et c'est là où je posais la question, tout l'argent qui a été dépensé dans mes études, de la CIL jusqu'à un doctorat, est-ce que vous êtes capable de me payer cet argent? Vous donnez l'impression que le fait de venir intervenir chez vous, c'est une faveur que vous me faites. Alors que mon intervention fait rayonner votre chaîne et enseigne des milliers et des milliers de personnes. Donc je vous rends un service, vous me payez pour ce service. Vous ne me faites pas une faveur à me payer. Donc à un certain moment, j'ai décidé de me retirer de ces médias pour constituer maintenant des activités, mes propres activités. Donc en dehors de l'activité d'enseignant, d'ailleurs, l'enseignement, c'est un potentiel, un génie que j'ai en moi. Je vais enseigner toute ma vie. Hein? Un mental de béton et je ne peux pas être impressionné par qui que ce soit. Parce que je me suis formé à 70% moi-même. J'ai traversé la précarité, mais je suis resté moi-même. C'était difficile, mais
Je me suis battu, j'ai gardé la tête haute. C'est décidé, 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 décidé. Plus jamais je ne serai muselé, 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 muselé. Par amour de foi, moi j'ai tout donné, tout donné. Excusez-moi tant si je suis froid, je regarde juste devant moi, c'est la démarche de la gloire. La nuit tombe, il reste tout de shooter le shérif. Il te lance des pics de critiques, mais de souris. Aïe aïe aïe, ça fait mal, trop d'épines sur les sentiers de l'espoir. La rue est vénore, te brise, ce n'est pas tes poches, mais ton cœur qui t'en frise. C'est chaud dans les périphériques, même nos péricas veulent se faire aussi du fric. C'est triste mais le pays fait rire, ici même la galère enfile des perruques. C'est triste mais le pays fait rire, ici même la galère enfile des perruques. C'est décidé, 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 décidé. Plus jamais je ne serai muselé, 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 muselé. Par amour de foi, moi j'ai tout donné, tout donné. Excusez-moi tant si je suis froid, je regarde juste devant moi, c'est la démarche de la gloire. C'est décidé, 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 décidé. Plus jamais je ne serai muselé, 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 muselé. Par amour de foi, moi j'ai tout donné, tout donné. Excusez-moi tant si je suis froid, je regarde juste devant moi, c'est la démarche de la gloire. Cette précarité ne devrait pas briser le moral des gens. Cette précarité ne devrait pas faire en sorte que les gens foncent tête baissée vers le matériel, vers le matérialisme. Donc on voit aujourd'hui le mouvement Kamit est devenu un fonds de commerce pour beaucoup. Parce que vous voyez déjà là où je vais, c'est-à-dire c'est pour montrer que j'ai traversé la précarité, mais je suis resté moi-même. C'est-à-dire jusqu'aux dernières années, 2016-2017, c'était difficile. Mais je me suis battu, j'ai gardé la tête haute. J'ai fait des médias ici au pays où parfois on voulait me ridiculiser, on faisait des trucs, mais j'ai gardé la tête haute. Parfois on voulait même m'orienter vers d'autres choses, les choses que je dénonce ici. J'ai gardé la tête haute. Donc parfois on voulait me donner l'impression qu'on peut m'acheter. C'est-à-dire que, et c'est là où je posais la question, tout l'argent qui a été dépensé dans mes études, de la CIL jusqu'à un doctorat, est-ce que vous êtes capable de me payer cet argent? Vous donnez l'impression que le fait de venir intervenir chez vous, c'est une faveur que vous me faites. Alors que mon intervention fait rayonner votre chaîne et enseigne des milliers et des milliers de personnes. Donc je vous rends un service, vous me payez pour ce service. Vous ne me faites pas une faveur en me payant. Donc à un certain moment, j'ai décidé de me retirer de ces médias pour constituer maintenant des activités, mes propres activités. Donc en dehors de l'activité d'enseignant, d'ailleurs, l'enseignement, c'est un potentiel, un génie que j'ai en moi. Je vais enseigner toute ma vie. Hein? Et